Donc n'hésitez pas pardon, nous avons nous sommes enregistrés. Du coup, pour que tout le monde puisse, revisionner, ce webinaire. Du coup, donc n'hésitez pas à mettre vos questions, sur le chat. On reviendra sur toutes les questions en fin de présentation. Est-ce que tout le monde est OK pour se dérouler? Eh bien, Frédéric, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc on va commencer. Je vais juste réussir à récupérer la main sur la présentation. Donc ma partie, on va se concentrer plus exactement sur la notion de confort et le confort d'été. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par la notion de confort? Et on va voir un petit peu sa définition. Ensuite, on va faire un petit tour d'horizon des techniques possibles sans apporter la réponse idéale et unique sur l'ensemble du territoire. Le but, c'est plus de s'interroger, de se mettre en réflexion autour du confort d'été et de la rénovation énergétique. Cette présentation sera donc suivie par celle de Comi qui reprendra ces notions de confort qui sont, on va voir, sont individuelles pour les englober dans un projet de copropriété. Donc, pour revenir un petit peu sur la notion de confort, je pense que vous le savez tous aujourd'hui, c'est que le confort thermique va dépendre d'un ensemble de paramètres. Il va dépendre d'un mode de construction, d'un usage. Dans l'usage, il faut comprendre l'habitant et ce qu'il en fait de son appartement. Et les contraintes climatiques qui ne sont pas les mêmes si vous êtes en bord de mer, en plein centre de la France ou en haut d'une montagne. Le confort thermique va donc dépendre d'énormément de paramètres. Vous les voyez tous sur le schéma. Si on peut les résumer, on va pouvoir les résumer en 4 paramètres les plus importants, qui vont être la température sèche de l'air, la température des parois, la vitesse de l'air et l'hygrométrie. Voilà. Donc, si on fait attention à ces 4 paramètres, finalement, la température sèche de l'air, la température des parois et la vitesse de l'air, ça va être des paramètres qu'on va pouvoir on va pouvoir réguler via une action soit individuelle, soit collective pour la rénovation énergétique, en faisant par exemple de la rénovation énergétique. Par contre, l'hygrométrie, c'est un paramètre où il va falloir avoir une action énergétique dessus pour régler. C'est par exemple mettre en place des systèmes de traitement de l'air avec des CTA, par exemple. Donc, le but, on va nous se concentrer sur les notions que l'on peut corriger via un changement de comportement ou via la rénovation énergétique. Et plus exactement, on va prendre 3-4 paramètres. Donc, on va se concentrer dans le sud de la déroulée sur la température sèche de l'air et la température des parois. Mais tout le raisonnement que l'on va avoir par la suite, on pourrait l'avoir sur l'ensemble des paramètres. Donc, si on prend ces trois paramètres, on va la réglementation dans la construction, mais aussi dans la rénovation, nous impose finalement de trouver un confort thermique et nous dit qu'il existe un confort standard. Et ici, si je prends le schéma donc, de votre gauche, c'est la zone 4. Qui correspond à grosso modo entre 5 et 10 en teneur d'humidité, je parle en grammes par kilo, et avec une température comprise entre 19 et 25 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit, c'est la température, c'est la zone de confort. On va maintenant aller un peu plus loin. On avance un petit peu dans les années et ce changement climatique avec une augmentation des températures. Et plus exactement, j'ai repris les températures d'une ville du sud de la France, Salon de Provence. Pour vous expliquer, c'est une ville qui n'est pas impactée par le littoral, donc elle est éloignée du littoral. Et j'ai pris une année de référence, donc 2018, et j'ai regardé la température moyenne tous les mois. Et ce que l'on peut se rendre compte, c'est que finalement, à partir de juin, juillet, août, dans tous les cas, on va avoir une température moyenne, c'est-à-dire nuit compris, qui vont être proches de la température limite de cette zone de confort ou bien au-dessus. Donc finalement, on peut déjà se poser une question, c'est comment atteindre cette zone de confort si déjà les températures à l'extérieur ne me permettent pas de l'atteindre. Donc la question qu'on va pouvoir ensuite se poser, c'est finalement cette notion de confort, est-ce qu'elle est, comme on nous l'indique dans la réglementation, statique? Et la réponse, je pense que vous la connaissez, mais si on reprend par exemple la température opérative, donc c'est la température de l'air sec plus la température des parois divisée par 2, c'est ce qu'on appelle la température de confort, c'est la température ressentie, et que l'on fait varier la température extérieure vis-à-vis de cette température opérative, excusez-moi, on va savoir qu'on va avoir une corrélation entre une augmentation de la température extérieure qui va correspondre à une augmentation de la température opérative pour la sensation de confort.
C'est-à-dire que si je prends une température extérieure de 15 degrés, ma température où je vais me sentir bien se situe entre 19 et 21 degrés. Par contre, si je viens sur des épisodes, par exemple, de canicule dans le sud de la France, où on arrive à 30-35 degrés en journée, finalement, ma température de confort va correspondre plus à un 29 degrés à l'intérieur de mon logement. On a toujours ce delta à peu près de 5-6 qui correspond finalement à cette notion de confort. Donc finalement, ce qui est important, c'est que le confort, c'est déjà une valeur subjective. Donc, comme je l'ai dit, elle va dépendre de paramètres, mais aussi des paramètres d'usage, donc de la personne, qui va être propre à chaque individu. Et c'est une notion évolutive dans le temps. Donc finalement, toute la question et toute la difficulté ici, c'est de se demander comment d'une température d'un individu, du ressenti d'un individu, qui en plus, cette notion va dépendre du temps. Ça va pas être la notion de confort ne va pas être la même le matin, l'après-midi que le soir. Donc, comment je parle d'un individu et arriver à la copropriété. Donc ça sera plus Comi qui en parlera juste après. Moi, je vais rester un petit peu plus sur la technique et finalement, je vais porter une double réflexion. D'abord, à l'échelle du bâtiment, qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment on peut réfléchir à cette notion de confort? Alors, à l'échelle du bâtiment, en copropriété, on va avoir 4 principaux vecteurs d'apport en chaleur. Ça va être le rayonnement direct, donc le rayonnement direct sur les parois vitrées, par exemple. Le rayonnement indirect, le rayonnement solaire vient chauffer un mur, le mur vient nous restituer cette chaleur. On va avoir, j'ai perdu le troisième, mais le quatrième, en tout cas, il est bon. C'est le rayonnement finalement entre appartements, l'échange de chaleur qui va se faire entre appartements. Il faut savoir que dans une copropriété, je pense que vous le savez, mais les appartements communiquent entre eux, aussi bien de façon phonique pour le côté désagréable, mais aussi en échange de chaleur. Donc tout ça, on va pouvoir réfléchir sur l'ensemble de ces flux de chaleur. C'est bon, j'ai trouvé le quatrième flux. Je reviens, c'était l'apport par finalement l'air, le mouvement de l'air. Donc, on reprend tous ces 4 entrées, il va falloir les régler, les réguler. La première chose que l'on peut lire finalement dans les documentations, c'est les questions sur l'inertie des bâtiments. L'inertie des bâtiments, on nous dit, c'est le moyen le plus efficace, c'est-à-dire mettre des parois lourdes en fait finalement, rendre le bâtiment plus lourd face au changement de température. Mais déjà là, on a une première critique à faire, c'est comment, dans le cas d'une rénovation de copropriété, augmenter l'inertie. Est-ce qu'on peut réellement le faire? Alors, à moins de casser toutes les cloisons légères et de mettre des parois béton, je ne pense pas que ce soit intéressant. Le deuxième élément sur lequel on peut agir, finalement, c'est l'isolation et cette notion de déphasage thermique. Pour rappel, finalement, c'est la capacité d'un matériau qui va à retarder la pénétration de la chaleur. Le déphasage thermique, comme dans sa définition, c'est bien la capacité d'un matériau à retarder, c'est-à-dire qu'il doit à un moment donné prendre cette chaleur et il doit la restituer. Donc finalement, il y a plein de questions qui vont se poser, c'est qu'il faut que le matériau puisse restituer cette chaleur. Et donc là, c'est la dualité isolation par l'intérieur, isolation par l'extérieur. Si je viens isoler par l'intérieur, on a une très bonne performance, par exemple en hiver. Le but, ça va être que la chaleur présente dans le logement ne s'échappe pas, donc on va pouvoir retenir un petit peu tous ces éléments à l'intérieur. Mais par contre, si on prend du point de vue du confort d'été, si on met de l'isolation par l'intérieur, on va venir se priver finalement de l'inertie du mur béton. Donc il vaut mieux mettre l'isolation à l'extérieur. Donc c'est un petit peu c'est un équilibre à trouver entre ce que je veux garder en hiver et ce que j'ai besoin d'évacuer en été. Une autre logique, c'est de réfléchir sur les protections solaires. Il faut savoir que l'apport solaire direct, c'est le principal apport de chaleur. Là, on a 2 modes de réflexion. Ce sont les protections mobiles. Mais finalement, une protection mobile, il faut qu'elle soit suffisamment opaque pour retenir les rayonnements solaires, mais suffisamment aérée pour faire passer l'air et donc favoriser la ventilation. Donc ça, c'est aussi un compromis à trouver et c'est une étude à approfondir. On a ensuite les protections fixes. Les plus connues sont les casquettes. Si on prend les nouvelles réglementations thermiques, par exemple, ça va être d'allonger un peu les balcons. Là, pareil, on va devoir bien les dimensionner. Le but, c'est qu'elles nous protègent en été, mais qu'en hiver, elles fassent passer le maximum de rayonnement
pour chauffer nos appartements. Donc finalement, en voulant régler le confort en été, on risque de déstabiliser notre notion de confort en hiver. La dernière option que l'on voit souvent dans la littérature, c'est la végétation. La végétation, c'est très bien, ça permet de lutter contre les îlots de chaleur, ces phénomènes que l'on retrouve dans les centres-villes. On va apporter de la fraîcheur, de l'humidité et surtout, on va apporter un support qui ne va pas chauffer. Mais par contre, est-ce que réellement la végétation va avoir une action sur le rayonnement solaire? En fait, finalement, il est très limité. Tout simplement, les apports maximum du soleil, c'est à midi, quand le soleil est à l'horizontale, à verticale, pardon, excusez-moi. Et finalement, la végétation, elle est dans quel sens? Elle est aussi à la verticale. Donc finalement, on va avoir très peu d'impact de la végétation. L'autre sujet sur la végétation, finalement, c'est qu'un arbre, pour qu'il atteigne 10, 15, 20 mètres, pourquoi pas, eh bien, il faut du temps. Et le temps, on n'en a pas forcément sur la rénovation et sur cette notion de confort. Ensuite, un dernier point sur la végétation. La végétation, c'est maximum 20 mètres, c'est 3 étages, allez, au grand maximum. Et c'est-à-dire que les copropriétés qui font plus, comment on fait? Voilà, ça, c'était des pistes de réflexion un petit peu pour, on va dire, à l'échelle du bâtiment. Si on se replace plus à l'échelle de l'appartement, à l'intérieur du logement, les sources d'apports sont variées et sont très nombreuses et elles vont dépendre beaucoup du comportement de la personne. Et là, c'est tout un processus éducatif que l'on doit mettre en place. Finalement, le premier poste d'apport dans les logements, c'était une étude qui a été réalisée sur la ville de Grenoble, il me semble, c'est l'électricité spécifique du logement, qui finalement est bien supérieur aux apports humains qu'aux apports de cuisson, par exemple, ou de l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire, dans les copropriétés, ça peut avoir un apport avec la distribution qui apparaît. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va avoir un réseau de distribution qui va passer dans des conduits, mais parfois en plein milieu d'un plancher de salon, qui va apporter de la chaleur. Comment on va réguler tout ça? Finalement, ça va être des stratégies qui vont reposer sur l'individu et notamment sur l'éducation. On va limiter les apports en sensibilisant et en communiquant avec, par exemple, une utilisation raisonnée des appareils électriques, adapter les périodes d'activité physique. On va leur demander de ne pas faire leur séance de sport à 14 heures. Et surtout, on va anticiper. Anticiper, c'est par exemple expliquer le fonctionnement de la domotique, éteindre la box qui est en marche toute la journée, éteindre toutes les lumières des télés, la machine à café, etc. Malgré tout, s'il y a une situation de surchauffe qui va pouvoir se créer, le but, ça va être de l'éliminer. Et pour ça, le mieux, c'est la mise en mouvement de l'air. Et donc là, on va préconiser plutôt la mise en place de brasseurs d'air, comme on retrouvait finalement dans les bâtiments des années 60. Le but, ça va être de mettre de l'air en mouvement, de déstratifier l'air, de aller chercher l'air froid au sol et l'air chaud au plafond, et d'accélérer les phénomènes de convection et donc d'améliorer la transpiration. Là encore, on peut pousser la réflexion. Finalement, si on met un brasseur d'air, ça veut dire qu'on met un moteur. Ce moteur, il chauffe. Quel est le bon équilibre à trouver entre la mise en mouvement de l'air et ce moteur qui chauffe? Et enfin, la dernière chose à faire qui va agir sur la structure même de la copropriété, c'est qu'il faut la rafraîchir. Et pour ça, c'est favoriser la surventilation nocturne. Et les Anglais ont un terme de free cooling pour ça. Le but, ça va être d'évacuer l'énergie qui est emmagasinée dans l'isolant, mais aussi dans les murs. Pour ça, il va falloir ouvrir les menuiseries et les protections pendant la nuit et favoriser les courants d'air traversants. Donc, tous ces phénomènes, finalement, ça va être beaucoup basé sur ce qu'on appelle les éco-gestes et la communication, l'éducation. Donc, ça va être des volets qu'il va falloir prendre en compte lors de la rénovation pour, en plus de la rénovation, donner ces bons éléments pour que le bâtiment, demain, puisse se rafraîchir l'été. Et je vais passer la parole à mon collègue Komi Ali. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette seconde partie de la présentation, on va s'intéresser un petit peu aux aspects sociologiques derrière un projet un sujet comme le confort d'été en copropriété, puisque comme on vient de le voir, finalement, la notion de confort et surtout de confort d'été, c'est subjectif et donc ça se passe
au niveau individuel des copropriétaires, donc dans leur appartement, au niveau de leur personne, de leur personnalité. Et donc, tout le challenge va être de comment passer d'une approche individuelle, et voire individualiste de ce sujet-là, à une approche beaucoup plus collective et partagée. Donc, on va démarrer tout de suite avec cette question qui va faire sourire les praticiens, les professionnels de la copropriété qui sont présents et certainement bousculer un petit peu, désorienter un petit peu ceux qui apprennent à connaître la copropriété. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Voilà, la question c'est qui décide réellement en copropriété? Bon, la décision en copropriété, c'est l'assemblée générale qui décide. Vraiment? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Déjà, on va un petit peu s'intéresser aux organes de décision, de prise de décision et au processus de prise de décision en copropriété. Comment ça se passe d'un point de vue sociologique? Comment, du coup, comprendre cela pour ensuite mieux accompagner les copropriétés à en fait, prendre des décisions qui vont favoriser des travaux. Bah, déjà, l'organisation sociale d'une copropriété, vous le savez sans doute, mais c'est toujours bien de le rappeler, le syndicat des copropriétaires, finalement, fonctionne comme une micro-société avec cette particularité qui est que ce qu'on appelle en sociologie, parce que bon, je ne l'ai pas dit, mais en parallèle de mon métier de conseiller faire, je suis aussi doctorant en sociologie, et justement sur les logiques sous-jacentes de la rénovation énergétique des copropriétés. D'où aussi j'anime cette partie donc, du webinaire. Et donc, en sociologie, on parle, il y a le phénomène du tout et c'est parti. La copropriété, en général, le tout, dans la nature, dans la vraie vie, c'est la somme de ce qui le compose en copropriété, donc sauf en copropriété, où le tout collectif n'est pas la somme des parties. Et donc, elle est faite d'individualités avec des intérêts divergents, divers déjà, et ensuite divergents qui s'opposent. Et entre le voisin qui est au rez-de-chaussée, qui objectivement n'a pas chaud l'été, et celui qui est au dernier étage est orienté plein sud, qui a chaud, ça va être difficile, d'autant plus que si en plus ils ne s'entendent pas déjà bien à la base, et de concilier ces deux positions, ça va être parce que le voisin a déclaré qu'il a chaud, eh ben moi, juste pour l'embêter, je vais dire que non, tout va bien, moi j'ai pas chaud. Donc voilà, on est sur des intérêts comme ça, divergents, qui peuvent avoir des mobiles différents aussi. C'est aussi finalement ce qui fait que la copropriété, vivre en copropriété, c'est un peu en marche forcée. Et donc, et d'où la nécessité de toujours travailler pour qu'on parvienne à une position plus ou moins commune, en tout cas dégager une majorité sur des sujets, et notamment sur comment dire, les travaux permettant d'apporter du confort d'été. Maintenant, si on s'intéresse aux organes, aux organes internes de la copropriété,
le conseil syndical. On a le conseil syndical qui sont des élus, si on compare toujours à la société, mais des élus au super pouvoir, parce que finalement, euh, la loi, dans la loi, le conseil syndical, c'est un organe de contrôle, de gestion, de soutien, d'assistance au syndic pour mieux gérer les copropriétés. Mais on se rend compte que, en tout cas, après avoir étudié beaucoup de projets de rénovation énergétique, on se rend compte que finalement, le conseil syndical et même dans le fonctionnement des copropriétés, et il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, détient beaucoup de pouvoir, ou en tout cas dépasse souvent ses limites, va au-delà souvent de ses prérogatives et se positionne vraiment comme voilà, des super pouvoirs. Voilà, il faut le dire. Ensuite, on va avoir l'Assemblée générale qui, on peut renommer l'Assemblée nationale, parce que déjà, elle fonctionne comme une scène de théâtre. C'est aussi le tribunal des pairs. Et quand on le compare à l'Assemblée nationale, on se rend compte que finalement, la prise des décisions des députés, c'est rarement les députés qui, en leur âme et conscience, votent indépendamment de tout. Il y a des lobbying qui se jouent derrière. Il y a aussi des positions des partis politiques auxquels ils appartiennent. On le voit souvent avec les partis au pouvoir que souvent c'est la position du gouvernement sur laquelle s'alignent les députés de la majorité. Donc, au final, les prix des décisions des députés, très souvent, ne sont que le fait d'entériner ce qui est déjà des décisions déjà prises dans les appareils voilà, des partis et tout ça. Un petit peu, la copropriété fonctionne aussi un petit peu comme ça. C'est des copropriétaires, au final, votent en fonction de tout le jeu d'influence qui a pu être joué derrière, ou ceux qui sont indécis au moment du vote, en fonction du débat, de comment ça va se passer, vont basculer dans un camp comme dans l'autre. Et ça, vous le savez certainement déjà, mais c'est intéressant d'en parler d'un point de vue sociologique, et justement avec cette comparaison avec la société, la micro-société qu'est la copropriété. Le syndic, finalement, on a l'impression, et c'est d'ailleurs pas vrai, hein, mais les copropriétaires souvent pensent que oui, c'est un exécutant, mais c'est pas l'employé de l'immeuble, c'est pas l'employé de la copropriété, c'est le mandataire. Et donc, en cela, le syndic a un pouvoir insoupçonné, parce que si un syndic n'est pas suffisamment présent ou impliqué dans un projet de travaux, vous allez avoir du mal, du coup, pour tout ce qui est gestion administrative, la gestion des devis, leur signature, le lancement des appels, les appels d'offres et tout ça. Donc, au final, il vaut mieux, du coup, conférer au syndic ce qu'il est réellement, c'est-à-dire le mandataire, et en cela, il est quand même, c'est pas lui qui décide, c'est l'Assemblée générale qui décide, mais dans l'exécution, il joue quand même, il a un rôle, un pouvoir insoupçonné, et il ne faut pas, comme le font beaucoup de copropriétés, en disant oui, bon, le syndic, il sert à rien, il fait rien, en plus, il sera payé et tout ça. Il vaut mieux travailler dans un esprit collectif d'inclusion de tout le monde pour pouvoir parvenir à une décision collective. Et donc, finalement, si on compare la copropriété, donc on considère en tout cas comme une micro-société,
on se rend compte que la prise des décisions, souvent, c'est un scénario quasi écrit à l'avance. Et en tout cas, ceux qui accompagnent les copropriétés, on se rend compte que bah, si le projet est bien travaillé, la communication bien ficelée, la mobilisation de tous les copropriétaires bien travaillée, bah, qu'au final, on arrive à une assemblée générale qui entérine une décision en faveur des travaux. Donc, il est important donc, de travailler cela et surtout le conseil syndical, très souvent, qui décide parce que ce n'est pas tous les copropriétaires qui vont travailler avec les bureaux d'études, avec la maîtrise d'œuvre pour choisir le scénario de travaux, la couleur de, je ne sais pas, au final, comment l'immeuble va se présenter après travaux. Tout ça, c'est quand même travailler avec le conseil syndical et le syndic et les copropriétaires font confiance en général au conseil syndical et après, bon, à l'Assemblée générale, il y a un vote qui entérine tout ça. Ensuite, dernier slide, s'il vous plaît. Du coup, comment dire, l'objectif va être maintenant comment passer du point individuel ou individualiste des copropriétaires à une vision collective et partagée. Bah, ça va être du travail humain, ça va être, moi, ce que j'appelle désormais de l'ingénierie sociale, parce qu'au final, bon, la technique, même le juridique, bon, c'est pas ça, c'est important, mais ce qui va déterminer le vote en faveur des travaux, bah, ça va être vraiment tous ces aspects de personnes. Voilà, bon, le voisin, bon, bah, lui, il m'a fait ça, lui, il dit jamais bonjour. Enfin, c'est tout ce travail-là de conciliation des positions, alors certainement, ceux qui seront contre seront définitivement contre, bah, ça aussi, ça existe, mais il y a beaucoup de personnes qui sont indécis, qui n'ont pas trop d'avis et qu'il va falloir en fait basculer dans un camp, comme dans l'autre d'ailleurs. Donc du coup, bah, sur ce sujet précis du confort d'été, bah, ça va être déjà de prendre le pouls, donc faire un diagnostic socio-technique. En général, ça passe par un questionnaire avec un volet social pour justement évaluer le ressenti, hein, qui est subjectif, mais aussi un volet technique pour quantifier justement combien de personnes ont froid, combien de logements sont orientés de telle ou telle manière. Euh, En général, ce questionnaire est inclus dans la réalisation d'un diagnostic plus global, hein. Aujourd'hui, on parle plus de DTG, diagnostic technique global, que de l'audit énergétique pur et simple. Voilà. Ensuite, ben, on va analyser donc, la stratégie de tous les acteurs à l'échelle des habitants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a plus de copropriétaires occupants ou bailleurs? Tout ça, c'est important dans la prise de décision. À l'échelle des membres du conseil syndical, très important. On a dit tout à l'heure, ou j'ai dit tout à l'heure que le conseil syndical, finalement, c'est lui qui prend les décisions, l'Assemblée générale entérine. Donc, si le conseil syndical n'est pas déjà uni ou en tout cas est sûr à travailler en interne pour avoir une position commune, bah, c'est mal parti. Donc déjà, ça va être ce travail humain et social doit déjà commencer au niveau des organes vraiment fondateurs ou qui constituent le fondement d'une copropriété, à savoir le conseil syndical et aussi le syndic. Voilà, il ne faut pas avoir un syndic bah, du coup absent ou parce que justement, juste pour embêter ou faire un retour du traitement qui est subi de la part des copropriétaires, va vouloir eh bien, les attendre au carrefour
non, donc on va travailler pour que chacun soit inclus dans le projet. Donc, on parvient ainsi à une vision collective et partagée. Donc, on va essayer de travailler, de rapprocher, de concilier les positions. Ça demande d'avoir un conseil syndical fort et un syndic fort, c'est-à-dire assez présent, impliqué, voilà, réactif. Bon, après, ça dépend, c'est aussi là aussi, c'est subjectif. Combien de temps on juge un syndic comment dire, en retard, est-ce qu'il faut 2 jours, 3 jours, une semaine pour qu'il réponde? Bon, voilà, tout ça aussi, ça se travaille. Il faut aussi que le projet final soit un projet d'intérêt collectif qui répond aux besoins exprimés, notamment via le questionnaire, donc besoin des copropriétaires. Un scénario de travaux qui suscite aussi l'envie, qui fait rêver, c'est-à-dire que quand on présente le projet projeté aux copropriétaires, qui s'y retrouvent quoi, dit, ah ouais, d'accord, mais pas un projet qui les laisse indifférents ou voire même qui suscite le rejet de leur part. Donc ça veut dire aussi de travailler les couleurs, de travailler la modernité, parce que dans la rénovation énergétique, il y a d'abord rénovation, donc rénover, donc c'est-à-dire déjà embellir, enjoliver. Et donc, il faut que ce côté aussi ressorte des projets, voilà, que le bâtiment qui sera présenté après travaux, que les gens s'y projettent, quoi. Et pour finir, le maître mot va être la communication. Il y a différents moyens de communiquer. Il y a des programmes C2E aujourd'hui d'ailleurs, qui aident les copropriétaires à justement mieux se parler, mieux se rencontrer à travers des outils traditionnels, courrier, boitage, mailing, mais aussi des événements conviviaux. Ça peut être la fête des voisins, mais aussi des apéros copro ou d'autres choses, juste pour casser un petit peu l'ambiance traditionnelle des réunions ou assemblées générales un peu trop formelles, où tout le monde un peu, bon, on se regarde un petit peu comme en terrain miné et avec une ambiance pourrie, mais voilà, travailler plutôt aussi, créer une ambiance qui soit conviviale et qui détende un peu tout le monde. Ne pas hésiter à utiliser tous les outils qu'on a aujourd'hui en termes de réseaux sociaux, différents groupes à animer au sein d'une copropriété. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on n'a pas beaucoup de questions. On a une seule question sur le chat qui était: le conseil syndical contrôle le syndic, mais qui contrôle le conseil syndical dans ses décisions? Et on a un participant, Pascal, qui a répondu: l'assemblée générale. Connie, est-ce que tu peux commenter avec C'est une excellente question, parce que c'est vrai que moi, je découvert ça dans mes enquêtes, hein, que en fait, on met tout sur le dos du syndic. Enfin, tout, le syndic, c'est le vilain petit canard, parce que même au sein des syndicats, enfin, au sein, on va dire, de la profession immobilière, bon, c'est un métier qui n'est pas forcément. Les gens préfèrent plutôt la transaction, la gestion locative, etc. Et au sein des copropriétés, c'est pas non plus l'amour fou. Et donc, le syndic se retrouve souvent enfin, la tête de turc, quoi. Or, quand on regarde bien, il y a aussi des pratiques de conseils syndicaux qui, parfois, certains présidents ou présidentes fonctionnent, mais en vrai dictateur, avec parfois des pratiques dans certains conseils syndicaux qui, on va dire, il y a de la magouille aussi, et effectivement, et ça, on n'en parle pas assez, ou en tout cas, et donc, je ne sais pas, effectivement, la sanction doit venir
de l'Assemblée générale. Encore faut-il que quelqu'un mette ça au jour, et que ça soit connu pour que ça soit sanctionné. Et donc, c'est pour ça que il est important aussi que les copropriétaires ne se déchargent pas trop ni sur le syndic, ni sur le conseil syndical, que chacun participe à la vie de la copropriété. C'est comme ça que, en fait, ils vont aussi découvrir que les choses se passent bien ou pas. Donc, ne pas trop se décharger sur les autres, participer, parce que ça demande du temps, de l'énergie. Donc, moi, je ne vais pas me présenter, donc je laisse ça aux autres. Ça non plus, c'est pas forcément bien. Donc, moi, pour répondre à ça, pour faire court, il faut aussi beaucoup d'implication, que les copropriétaires s'impliquent davantage dans leur copropriété que le conseil syndical, que le syndic. C'est sûr, on est bien d'accord. Il faut qu'il y ait une implication de tout le monde. Tu l'as déjà dit, il faut que le syndic, le conseil syndical, tout le monde arrive à se mobiliser. Personnellement, quand j'accompagne les copropriétés, je leur dis aussi que le conseil syndical peut s'ouvrir à un groupe de travail plus large, que même si les personnes ne souhaitent pas être impliquées au sein du conseil syndical, elles peuvent en plus participer spécifiquement à une réflexion autour d'un projet commun, sans avoir à faire forcément être intégré au conseil syndical. Merci Comi. Alors je complète avec une question qui est la même toujours pour Comi. Après, je reviendrai sur toi, Frédéric. Du coup, il y a des participants qui demandent si tu as écrit une thèse sur la sociologie et les copropriétés, et si celle-ci serait accessible, et sinon si tu conseillerais des ouvrages sur cette thématique-là. Justement, j'ai une thèse qui est en cours de rédaction. Normalement, d'ici 6 mois à 1 an, elle sera sortie, c'est-à-dire disponible pour le public. Et donc là-dedans, je reviens après une enquête, un travail de terrain. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail à la fois avec ma casquette de conseiller qui accompagne les copropriétés pour leurs travaux via la plateforme Coach CoPro, mais aussi du coup avec la casquette du chercheur. Et du coup, ça permet en fait de voir parfois des choses qu'un chercheur traditionnel, un étudiant ne pourra pas voir, parce qu'à chaque fois que moi je suis en face d'un copropriétaire, d'un conseil syndical, d'un syndic, j'y suis avec toujours mes 2 casquettes, et après j'ai un carnet de terrain. Quand je reviens chez moi, je note tout pour pouvoir mieux les analyser et les intégrer dans la thèse. Donc, oui, elle est en cours de rédaction. Du coup, on pourra en reparler lors des futures sessions du MOOC Reno CoPro. Exactement. On pourra revenir sur le sujet, c'est impeccable. Alors, j'ai un problème de déconnexion. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué déconnecté. Du coup, d'un point de vue technique plutôt, donc je reviens vers toi Frédéric, il y a une question concernant la nouvelle réglementation, la RE 2020, donc une nouvelle réglementation thermique, qui du coup intègre aussi cette notion de confort d'été. Tu en as dit 2 mots en début de présentation. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'impact de cette nouvelle réglementation donc sur les bâtiments neufs, une fois de plus, et quelles solutions seraient à préférer? Alors, c'est une question qui est relativement compliquée parce qu'elle va pas forcément, elle va dépendre beaucoup de ce que vont faire les promoteurs avec cette RE 2020. Si je prends l'exemple si je reviens un peu en arrière avec la RT 2012, ce qu'on observe, nous, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'on a un retour de beaucoup de copropriétés qui se plaignent d'une surchauffe estivale parce que les promoteurs ont favorisé, dans le cadre de la RT 2012, une isolation par l'intérieur. Parce que c'était le moins cher, parce que c'était le plus économique, etc. Finalement, la RE 2020 elle va renforcer le côté isolation, elle va renforcer le côté avec l'analyse du cycle de vie, donc des matériaux.
Donc, répondre à la question risque d'être compliqué. Je pense qu'on pourra en rediscuter dans 1 an, dans 2 ans, quand les promoteurs auront pris cette RE 2020 et voir ce qu'ils en font, comment ils la traitent et comment ça s'est traduit en termes de construction. La solution à préférer, ça reste, je pense que je vais rejoindre ce qui a été dit dans le MOOC précédemment, mais ça reste une isolation par l'extérieur qui permet finalement de garder la masse inertielle à l'intérieur des logements et pas à l'extérieur, donc de la rendre moins sensible au vent, etc. Et surtout d'apporter cette sensation de confort que l'on recherche. Merci. Donc oui, je suis effectivement je partage totalement ton avis. Et du coup, est-ce que sur les suivis de copropriété que vous avez sur Marseille, est-ce que du coup vous avez des copropriétés qui vous contactent par rapport à cette problématique de confort d'été en premier problème? Enfin, nous, en Savoie, c'est jamais le cas, hein. On est d'accord que c'est sur les consommations de chauffage ou des fuites, etc. Mais vous, est-ce que il y a vraiment des copropriétés qui arrivent avec cette entrée-là et qui ont pu atterrir sur des rénovations? Oui, alors c'est assez récent. Je ne vais pas vous le cacher. C'est depuis l'année dernière qu'on a tous été coincés dans nos logements. La question en fait du confort d'été, c'est devenu la principale raison aujourd'hui de pourquoi on nous appelle. On a trop chaud dans nos appartements. D'ailleurs, ça se traduit quand nous, on va en réunion de conseil syndical, que l'on demande leurs raisons ou pourquoi rénover. Quand on leur parle de confort d'hiver, ça va être dit tout de suite sur une question de charge. On paye trop, mais on ne parle pas du confort. Quand on arrive sur la question d'été, là, de l'été, on arrive sur une notion de confort. Donc, on retrouve cette notion de confort en été seulement. Donc voilà, donc oui, c'est une des principales portes d'entrée aujourd'hui pour la rénovation sous nos latitudes. Une nouvelle porte d'entrée qui risque de devenir courante, je pense. D'ailleurs, Oui. juste pour, oui, donc le confort d'été, lors des dernières rencontres FR, on s'est rendu compte que finalement, avec l'actualité du réchauffement climatique, on a vu cet été, avec même les pays traditionnellement froids comme le Canada ont subi des phénomènes de dôme de chaleur et tout. Et malheureusement, plus ça va, il va être chaud, il va faire chaud. C'est un sujet aussi que nous, du coup, praticiens de la copropriété, devons aussi, comme on le fait là actuellement avec ce webinaire en marge du MOOC, de plus en plus apporter dans les débats, dans les discussions, euh, parce qu'effectivement, quand on parle du confort, enfin le froid, on associe tout de suite les factures de chauffage, effectivement, mais quid, donc l'été, on l'associe pas à quelque chose de comptable, mais plutôt à quelque chose de ressenti, de vécu. Et donc, c'est pas spontané dans les demandes, même si effectivement, sur la côte ouest, c'est plus spontané. Mais c'est aussi à nous de l'amener, comme on le fait déjà de plus en plus dans les débats, dans les échanges, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, ça rejoint un peu une question qui a été posée aussi, comme quoi les petites clims individuelles installées avec ou sans autorisation ne vont-elles pas à l'encontre des projets de rénovation énergétique? Donc effectivement, si la notion de confort est abordée, là, le fait qu'on ait des climatisations individuelles qui soient mises en place à l'échelle du logement, d'une part, ils vont pouvoir satisfaire leurs besoins de confort, et d'autre part, on va encore plus avoir des consommations qui ne vont pas être comptabilisées dans les consommations globales de l'immeuble. Donc oui, effectivement, par rapport à cette question-là, est-ce que vous voulez apporter des compléments? Si tu veux, vas-y. En fait, c'est juste pour dire que c'est une question
pertinentes qui démontrent que c'est dès maintenant qu'il faut en fait introduire ce sujet-là dans les copropriétés, parce que quand les gens, tout le monde aura mis, ou quelques personnes, il suffit qu'une ou deux, trois mettent des recours à des solutions individuelles comme Frédéric l'avait présenté en mettant des clims individuelles, ce sera plus difficile de dire, bon, bah, en fait, finalement, la solution, la vraie solution, c'est de faire des travaux d'isolation. Ça va être compliqué de leur dire, bah, en fait, vous démontez tout ça et on fait des travaux. Donc, il faut en fait anticiper ça, de se retrouver dans des situations de blocage où, ah bah non, moi, c'est niet, hein, moi j'ai déjà ma clim, bah, les autres n'ont qu'à aussi installer une clim. Bon, ça va être ça. Donc, anticiper ça pour introduire dans les copros bah, ces sujets-là, ce sujet important du confort d'été qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va se poser de plus en plus. Malheureusement, les températures vont être de plus en plus élevées et donc voilà, c'est important de ne pas se retrouver dans une situation où non, ça y est, on a mis des clims, donc foutez-nous la paix. Donc, En fait, la question, excusez-moi, je me permets d'intervenir parce que c'est moi qui ai posé la question. Ma question, elle- elle était en deux temps. Le deuxième temps, c'était comment y faire face. Et je m'interrogeais sur le fait que ces éléments individuels, ces équipements individuels puissent être intégrés un peu au titre des menuiseries, au même titre que les menuiseries, dans les travaux individuels qui pourraient participer Intérêt collectif? à l'intérêt collectif. Ouais. Est-ce qu'on peut, par exemple, imposer à un propriétaire d'enlever une clim? C'est un peu ça la question derrière. Alors, Merci. si elle est posée illégalement, oui. Normalement, une pose de clim, on doit faire un trou dans le mur. Le mur de façade est un mur porteur de la copropriété. C'est donc une obligation d'informer le syndic avec une demande d'autorisation pour faire des trous dans le mur. Néanmoins, alors, comment s'en prévenir? Je pense que Komi l'a dit, c'est avant tout de la pédagogie et d'essayer de trouver un projet de copropriété. Une fois qu'elles sont en place, on a des arguments de pousser la réflexion des personnes en leur demandant finalement combien votre consommation électrique a augmenté par rapport à votre voisin qui n'en a pas. Et en fait, sans cibler quelqu'un, sans le mettre en défaut, c'est juste de poser une question générale au conseil syndical, à l'assemblée générale, de leur demander, vous qui avez installé une clim, combien ça vous coûte tous les mois en plus? Et finalement, on revient sur une information pécuniaire, mais qui peut être très important et qui permet de faire prendre conscience. D'ailleurs, la personne n'aura peut-être pas la réponse le jour J, mais il ira Oui. regarder le soir même sur sa facture, on est Oui. d'accord. L'idée, c'est pas, on ne peut pas apporter de solution directement, mais c'est de pousser une réflexion pour les personnes, de poser le bon problème et que ça reste en tête et qu'ils puissent derrière l'étudier. Toujours sur les questions économiques, on avait une question sur en moyenne combien de temps sont amortis les prix de travaux avec le gain de consommation d'énergie, en disant il y a sûrement une moyenne car une petite rénovation veut dire petite économie et gros travaux égale grosse économie. Je pense qu'on peut faire un webinaire entier sur cette Ouais. question. Oui, Donc parce là, que oui. Et si tu là, veux déjà ça va être impossible à répondre. on est d'accord. Non. Alors déjà, petits travaux veut dire petite économie, pas forcément. Si on change une vieille chaudière fuel des années 70 avec une chaudière gaz individuelle, pas gaz à condensation, c'est un petit poste de travaux qui coûte beaucoup moins cher qu'une rénovation globale, mais dont les économies vont être très importantes. Ensuite, cette question du temps de retour, elle est toujours délicate parce que on a les bureaux d'études et architectes nous font toujours des temps de retour. Mais finalement, qu'est-ce que c'est un temps de retour? Comment on quantifie le gain de confort dans le temps de retour? Comment on quantifie le gain de valeur du patrimoine? Enfin, le temps de retour est une donnée, mais il faut la mettre en perspective de plein d'autres arguments, finalement. Tout à fait. et surtout, alors, je me disais, la personne qui a posé la question, si vous souhaitez porter un projet, en tout cas impulser un projet de rénovation en copropriété, depuis maintenant, ça va bientôt faire 10 ans
qu'on déconseille. On l'a quasiment même enlevé des arguments en faveur des travaux, de parler de temps de retour sur investissement. Parce que, comme l'a dit Frédéric, déjà, objectivement, c'est compliqué à calculer, c'est pas toujours juste. Et d'ailleurs, et moi, je démontre aussi dans ma thèse, il y a une étude d'instrumentation en Île-de-France sur des copropriétés cette étude a montré, qui est européenne d'ailleurs, hein, qui a montré que en fait, les performances après travaux ne correspondent jamais, mais sur toutes les copros qui ont été instrumentées, je crois, à ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire les gains annoncés avant travaux, après travaux, quand ils ont fait donc ça ne correspond pas. Donc déjà, ça veut dire que dans tous les cas, ce calcul est faux et sur un plan humain, sociologique, puisque c'est aussi ça l'intérêt, c'est un argument qui peut être en défaveur d'une prise des décisions. Parce que quand on commence à dire aux gens, non, mais c'est au bout de 20 ans, au bout de 15, 10 ans, là déjà, on commence un peu à refroidir. Donc, il faut plutôt, si la question est posée, il faut utiliser d'autres types de réponses et d'autres éléments de comparaison. Quand on achète une voiture, on ne se pose pas la question du temps de retour d'économie. On installe une cuisine, pareil. Combien plus un logement. Le Covid, le confinement l'a montré, hein, que finalement, si on devait ne poser qu'une seule chose sur Terre, c'est finalement le logement, quoi. Et donc, se poser ces questions de « Ah oui, mais combien ?» Alors, c'est vrai, un copropriétaire bailleur, investisseur peut faire ce genre de calcul, mais bon, souvent, ce n'est pas la majorité dans les copropriétés, même s'il y a des copropriétés qui font exception, où il y a plus de bailleurs que… Mais en général, c'est une question qui… Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'aborder, mais si la question est posée, il faut savoir y répondre et pas avec des chiffres. Ah, c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans. Alors là, tout de suite, on se tire une balle dans le pied. Si je peux rajouter juste un mot, le temps de retour, le calcul du temps de retour impose une économie par mois, et dont une baisse des charges, mais finalement, on aura beau faire la meilleure rénovation au monde, les charges, il y en aura toujours. On aura toujours des charges. Et si derrière, on fait 50 € d'économie par mois, même si après instrumentation, c'est vraiment 50 €, réellement, est-ce que les copropriétaires vont avoir un compte séparé où tous les mois, ils mettent leurs 50 € économisés dessus? Je ne pense pas. En fait, finalement, ces dépenses, elles vont être diluées dans la vie courante. On va au supermarché, on achète un peu plus de choses. Bref, cette notion de temps de retour et d'économie par mois pour arriver à une économie potentielle, elle est très abstraite. Et l'argument financier, je reprends la question, est effectivement important, mais en fait, pas le temps de retour, c'est plus l'argument de comment je vais financer mes travaux et quelles aides financières je vais avoir. Ce sont des arguments très importants. Et quelles vont être mes charges, effectivement, à la S'il vous suite. plaît. Oui, Est-ce que je peux intervenir par rapport au sujet? bien sûr. Moi, je serais plutôt pour parler en surcoût par rapport à ne rien faire. C'est-à-dire que le fait de présenter les travaux en disant ça fait tant de milliers d'euros et on va gagner tant à l'arrivée, on fait comme si le fait de rester dans la solution actuelle n'avait pas de coût. Or, en fait, le fait de faire exister la solution actuelle et la continuer, ça a un coût d'entretien, etc. Donc, moi, je préfère parler en surcoût. C'est-à-dire, actuellement, vous gardez la même solution, combien ça vous coûte sur 10-20 ans. Vous prenez une autre solution, combien ça vous coûte en plus, parce que voilà. Et puis, même avec l'entretien, avec tout ça, combien ça va vous coûter sur 20 ans. Et combien vous gagnez en termes énergétiques, enfin en économie d'argent, etc. Et moi, je trouve que c'est plus révélateur parce que je veux dire, faire perdurer des fois des solutions, c'est des coûts d'entretien
supplémentaires, des interventions parce qu'on change des pièces, qu'on n'aura pas en mettant une nouvelle solution. Donc, il ne faut pas être… voilà. Excellent. Excellente. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, ça va dans le sens du cahier des charges de l'ADEME pour réaliser un audit énergétique. Il est préconisé qu'à la fin de l'audit, qui est dans les scénarios d'amélioration, qu'il y ait un scénario 0, c'est-à-dire un scénario où on ne fait rien, comparé avec un scénario 1 où on fait que la toiture, ou scénario 2 où on fait, et scénario 3 où on fait une rénovation globale. Et effectivement, le chiffrer ce scénario 0 où on fait rien, avec l'augmentation croissante du prix des énergies, et un scénario où on apporte une amélioration, effectivement, c'est une excellente façon de raisonner avec les gens, et pour leur montrer effectivement, c'est une excellente manière pour répondre à cette question du temps de retour sur investissement, je trouve. Tout à fait. Alors, on va être obligé de terminer le webinaire étant donné que l'heure est arrivée à son terme. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont demandé si les présentations seraient accessibles. Oui, elles vont toutes. Vous aurez tous recevoir le lien pour pouvoir revisionner ces présentations et le support, du coup, sera en même temps. J'avais une dernière question qui est très intrigante pour clore, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre la satisfaction du confort d'été et les cambriolages? Bon, on laisse notre ami de Marseille, je rigole. Non, je rebondis, je me suis fait cambrioler il y a 2 semaines, j'étais en hiver, tout est fermé, donc je ne peux Pas pas de vous dire corrélation. la corrélation. Non, mais dans l'idée, bien sûr, on va pas. Quand je dis qu'il faut laisser le courant d'air passer, ne laissez pas tout ouvert, surtout quand vous êtes au rez-de-chaussée ou au premier et deuxième étage. Il faut réfléchir, bien sûr, un petit peu sur à quelle distance on laisse ouvert. Bien, merci à tous. Merci de votre participation. Merci Frédéric, merci Komi. Peut-être qu'on reviendra sur le sujet à la prochaine section du prochain MOOC, parce qu'en tout cas, ça soulève beaucoup de questions et on a besoin de retours d'expérience aussi. Donc, on va partir tout ça. Donc, merci à tous, merci de votre participation et je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le dernier webinaire qui sera cette fois-ci sur les prêts collectifs. Donc, encore un sujet bien important et nécessaire pour tous les projets de rénovation en copropriété. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et merci de votre Merci. participation. Au revoir. Au revoir.